Les années 80 promettaient aux des visions de demain, des batailles au laser, des cauchemars dystopiques et des rencontres avec des extraterrestres. Mais certains films sont allés trop loin, des censeurs choquants, des gouvernements enragés et des films retirés des salles. Que se passe-t-il lorsque la science-fiction n'est plus seulement du divertissement, mais une menace pour l'ordre moral et le contrôle? Ce soir, nous plongeons dans les voûtes interdites. 15 films de science-fiction interdits dans les années 80 qui refont surface dans leur gloire non censurée. Numéro 15, Hardware 1990, interdit à la fin des années 80. Sorti au début des années 90, Hardware était un projet underground vivant dans l'ombre du développement tardif des années 80. Un thriller post-apocalyptique à petit budget, rejeté par les critiques, mais adoré par les fans de cyberpunk. L'histoire suit un pilleur qui, sans le savoir, ramène chez lui des pièces d'un droïde militaire autoréparant. Dans un appartement exigu, la machine se reconstitue d'elle-même en une force de mort implacable. Le danger n'était pas seulement le gore, toutefois son mélange de violence industrielle et de terreur claustrophobique suffisait à faire transpirer les capteurs britanniques face aux problèmes plus graves. Le film évoquait les peurs militaires du monde réel. Certains murmurèrent qu'il s'inspirait des recherches de Pentagon Robotics. D'autres affirmèrent qu'il symbolisait le contrôle gouvernemental écrasant les citoyens ordinaires, au Royaume-Uni et dans une partie d'Europe, et rognaient des scènes de mutilation et de menaces mécaniques. À un moment, le film frôla l'interdiction. Sa diffusion sur VHS était très restreinte. Pendant ce temps, aux États-Unis, il reçut une classification X, puis fut taillé pour la sortie en salle. Dans les coulisses, le réalisateur Richard Stanley lutta contre des distributeurs qui voulaient un film plus sûr pour le grand public. Au contraire, il misait sur une brutalité surréaliste, allant jusqu'à glisser des cameos d'Iggy Pop et de Lemmy Kilmister pour cimenter son statut d'outsider. Le résultat fut le chaos, les critiques l'ont déchiré, des spectateurs sont sortis, mais une sous-culture l'a embrassé comme prophétie cyberpunk. Aujourd'hui, le matériel est enfin disponible dans sa version intégrale, non coupée. Sa bande-son et ses visuels restent intacts. Regarder ceci donne l'impression de replonger dans un cauchemar des années 1980 où la technologie tournait déjà contre nous. C'est un rappel que la censure n'a pas pu tuer les cyberpunks. Attention, l'avenir serait brutal, métallique et implacable. Oui, au numéro 14, L'homme qui tomba sur la Terre, des années 1980, coupures interdites lors de la réédition. Bien que sorti à l'origine en 1976, L'homme qui tomba sur la Terre a connu une seconde vie de censure dans les années 1980 lorsque les réseaux et distributeurs ont tenté de profiter du culte entourant David Bowie. Cette histoire surréaliste d'un extraterrestre cherchant à sauver sa planète frappée par la sécheresse avait déjà été controversée en raison de sa nudité explicite et de sa critique sans compromis du consumérisme. Le climat des années 80, à l'époque de Reagan et de son conservatisme, lui a donné de nouveaux ennemis. Lorsqu'il a été réédité, il a été brutalement coupé pour la télévision et les sorties internationales des séquences entières, le corps fragile d'un extraterrestre incarné par Bowie exposé dans des laboratoires de médicaux, des rencontres intimes qui soulignaient son isolement, et la finale sombre d'addiction et de la trahison d'entreprise a été coupée. Pour des pays comme le Chili et Singapour, le film fut interdit, jugé indécent et subversif. Ce qui restait ressemblait à une coquille vide de Rogue. La controverse provenait non seulement du contenu immoral, mais aussi de sa critique de la cupidité des entreprises, comme force détruisant un sauveur extraterrestre, à une époque où les gouvernements prônent privatisation et profit. La métaphore touchait trop près du nerf. Des rumeurs circulaient, la fragilité personnelle de Bowie, nourrie par la drogue, se mêlait à son rôle et renforçait la réputation dangereuse du film. Des spectateurs qui virent les versions tronquées furent déconcertés. Les critiques le jugèrent incohérent, mais des cinéphiles underground cherchaient des bobines non montées et les échangeaient comme de la contrebande. À la fin des années 80, on murmurait dans les clubs de cinéma, le considérant comme un chef-d'œuvre interdit. Aujourd'hui, la version restaurée révèle une tragédie de science-fiction obsédante. Ce n'est plus seulement la performance la plus étrange de Bowie. C'est une capsule temporelle de paranoïa et de censure. La peur de nous voir dans un miroir étranger montre que, malgré les tentatives des studios de nettoyer la vision, la vérité finit toujours par revenir. Numéro 13, Altered States, 1980. Quand Ken Russell réalisa
Altered States, les critiques s'attendaient à l'exubérance pure, mais personne n'était prête pour le chaos. Le film suivit le docteur Edward Jessop, un savant de Harvard qui expérimentait privation sensorielle et hallucinogène. Son obsession le poussait à régresser vers des états primitifs. Le résultat, mosaïque d'images et de corps qui se tordent, de visions pieuses et de mutations violentes qui ont choqué le public, sa controverse a frappé tout de suite, sans délai. Des censeurs américains ont attaqué les orgies hallucinatoires et les séquences grotesques, réduisant des plans de peau et de violence, mais à l'étranger, surtout dans les régions conservatrices. Toutes les bobines furent refusées. L'Irlande l'a interdit pour ses psychédéliques. Certains pays d'Amérique du Sud l'ont condamné pour blasphème. Des rumeurs ont circulé. Il aurait secrètement approuvé l'usage de drogues psychédéliques pendant la guerre anti-drogue de Reagan. Dans les coulisses, Patty Chasky, auteur de guerre dont le roman inspira le film, détestait le style extravagant de Russell et réclamait le retrait de son nom du scénario. Les acteurs furent poussés à des extrêmes physiques avec William Hurt, subissant contorsions intenses dans des cuves sensorielles. Le choc entre vision et exécution a produit un chaos qui reflétait l'histoire. Un homme s'effondre sous le poids de son obsession pour le public. Le film était soit révélation, soit cauchemar. Les critiques étaient partagées. Certains l'ont salué comme visionnaire, d'autres l'ont qualifié de folie incohérente, mais les coupes et montages n'ont fait qu'alimenter sa légende. La version intégrale est non coupée. Autrefois reléguée à de rares projections en art house, elle réapparut finalement à l'ère du DVD, restaurant les horreurs psychotropes de Russell. Aujourd'hui, les états altérés ressemblent à une transmission interdite des années 1980. Un avertissement sur le prix de la censure du savoir et sur la frontière fragile entre la science et la folie, regarder cela sans montage est comme plonger la tête la première dans l'abîme où chaque hallucination porte le poids de la peur culturelle. Numéro 12, Liquid Sky, 1982. Lorsque Liquid Sky a été présenté en 1982, il a été salué comme l'une des visions les plus étranges et les plus audacieuses de l'underground new-yorkais, un science-fiction à petit budget baigné de néon sur des extraterrestres récoltant des endorphines chez les humains pendant l'orgasme. Cela devint une sensation culte immédiate, mais le grand public et les censeurs furent très horrifiés. Ils ne virent pas l'art, mais danger, fusion de drogue et de terreur extraterrestre. À elle seule, le postulat du film fit naître des groupes. Un ovni plane sur le toit new-yorkais, attiré par la nuit sombre, autour de l'héroïne et mannequins et musiciens en difficulté. Chaque rencontre se termine par la mort lorsque l'extraterrestre vaporise sa proie. C'était surréaliste, violent et sans complexe dans son esthétique. Rupture radicale avec la science-fiction hollywoodienne grand public. Des censeurs au Canada, en Australie et en Europe l'ont interdit ou restreint, citant son mélange de drogue et de violence psychédélique. Derrière les coulisses, Slava Souman s'est laissé aller au chaos. Les costumes fluorescents, punk couture, furent faits avec des budgets serrés. La partition électronique fut créée sur synthétiseur primitif. Le pouls, comme battement du cœur de la ville, divise les critiques. Certains l'ont salué comme génie de l'avant-garde. D'autres l'ont rejeté comme une ordure à regarder. La censure n'a fait qu'accentuer son mystique. Copies pirates sur VHS circulaient dans les clubs queer et les écoles d'art, où l'on murmurait qu'il était un classique tabou. À la fin des années 80, il avait disparu des salles, survivant seulement dans des projections clandestines, restaurées et non coupées. Liquid Sky est une capsule du temps des années 80. Paranoïa, une invasion extraterrestre mêlée à l'épidémie du sida, au déclin urbain et à la peur du plaisir lui-même. Le regarder aujourd'hui, c'est comme contempler un kaléidoscope de capteurs de beauté interdites. J'ai tenté de l'effacer, mais son message demeure. Le désir lui-même peut être mortel. Numéro 11, Extra 1982. En 1982, Extra est apparu en Grande-Bretagne avec une réputation civile que les tabloïds l'ont qualifié de film de science-fiction le plus répugnant jamais réalisé. L'histoire suit un homme enlevé par des extraterrestres qui, revenu sur Terre, porte une grossesse, sa grotesque renaissance et les horreurs qui suivent ont choqué le public, repoussant les limites. Même les vétérans les plus aguerris de l'horreur n'étaient pas préparés à la censure. Les commissions se sont mises à plein régime. La BBC a coupé des séquences entières, y compris la naissance où un extraterrestre jaillit d'une femme.
Aux États-Unis, où il a reçu des classifications restrictives et des sorties limitées, alors que la Norvège et Singapour l'ont interdit. L'imagerie, mi-science-fiction, mi-cauchemar, fut jugée indécente et perturbante pour le public. La production fut tout aussi problématique. Avec budget serré et équipe peu expérimentée, le film s'appuyait sur des effets pratiques rudimentaires et choquants. Les critiques l'ont descendu comme un cinéma de pacotille, Roger Ebert le qualifiant de catastrophe. Pourtant, malgré ou peut-être grâce à cette réputation, il est devenu un objet culte. Des fans underground chérissaient les versions non coupées, clandestinement diffusées sur des cassettes VHS, où l'imagination débridée du film pouvait se déchaîner librement. L'héritage d'Extra est celui d'une survie au milieu de la controverse. Si les critiques l'ont enterré, le public l'a ressuscité comme un emblème de l'horreur SF interdite. Aujourd'hui, la version non coupée se déploie comme un rêve fiévreux, une collision de terreur extraterrestre, d'images grotesques et de nihilisme des années 1980. Des capteurs du nihilisme ont tenté de l'effacer, mais ce faisant, ils l'ont rendu inoubliable. X-Extra demeure la preuve que les films les plus décriés portent de souvent le pouvoir le plus durable. Numéro 10, The Hidden, 1987. Contrairement à bon nombre de ses contemporains interdits, The Hidden était élégant, rapide et palpitant. Un mélange science-fiction et crime vraiment bien prêt pour le grand public. L'histoire suit un parasite extraterrestre passant d'un corps à l'autre, transformant des citoyens ordinaires en tueurs dérangés. C'est un cocktail d'adrénaline, poursuites en voiture, fusillades sanglantes et horreur. Mais à la fin des années 80, il terrifiait les capteurs sensibles. La violence fut sans pitié, des passants innocents furent fauchés, et un ton nihiliste suggérant que le mal pouvait se cacher en chacun. Plusieurs pays, dont la Finlande et l'Allemagne de l'Ouest, l'ont interdit ou l'ont sévèrement coupé, craignant qu'il glorifie vraiment la violence gratuite. Le Royaume-Uni ne le diffusait qu'en version coupée, tronquant certaines de ses séquences les plus choquantes. Derrière la caméra, le réalisateur Jack Sholder a lutté contre les ingérences du studio. Les dirigeants craignaient que la noirceur du film n'anéantisse ses perspectives au box-office. À un moment donné, la fin où l'extraterrestre éclate d'un hôte mourant était presque entièrement coupée. L'acteur Kyle MacLachlan, tout juste sorti de Blue Velvet, a donné au film une intensité inquiétante, mais même sa star montante n'a pas pu le protéger de la censure. Malgré les obstacles, le film gagna les rayons vidéo et le bouche à oreille en fit un succès discret. Les fans murmuraient sur la version non censurée, édition plus brutale et troublante circulant à l'étranger. Pendant des années, ces versions furent des trésors échangés entre collectionneurs. Aujourd'hui, Version cachée se dresse, l'un des thrillers de science-fiction les plus percutants des décennies, enfin restauré, non censuré et aussi brutal que prévu. Cela nous rappelle que sous le néon des années 80 se cachait une vérité plus sombre. Parfois, le monstre est vraiment en nous. Des capteurs ont tenté d'atténuer son feu, mais il brûle désormais vraiment plus fort que jamais. Numéro 9, Tetsuo l'homme de fer. En 1989, Tetsuo, l'homme de fer fut présenté au Japon. Il a laissé le public sans voix, filmé en noir et blanc, avec un petit budget. Le film de Tsukamoto n'était pas qu'une SF, c'était un cauchemar de chair et de métal. À mesure que l'histoire se déroule, un homme ordinaire est atteint par un étrange maléfice. Son corps se transforme peu à peu en une machinerie tordue. C'est grotesque, surréaliste et hypnotique, troublant, mais les capteurs du monde entier n'ont pas vu d'art. Ils ont vu une menace réelle, ces horreurs du corps entier, mêlant images et violence industrielle, brutale et choquante. Ils repoussaient les limites au-delà de ce que les distributeurs occidentaux osaient se toucher. Les censeurs britanniques hésitèrent et l'interdirent. Aux États-Unis, il n'était projeté que lors de projections à minuit, non coupées, loin des salles grand public. Des pays comme Malaisie et Singapour l'ont jugé obscène, refusant l'entrée. Dans les coulisses, Sakamoto travailla avec une intensité de cinéma de guérilla, tournant dans des appartements étroits, créant des séquences stop-motion qui pulsaient comme des hallucinations. L'équipe était épuisée, parfois s'effondrant sous l'éclairage fort. Et le chaos sur le plateau de tournage créa une mutation cinématographique sans égale. Les critiques l'ont qualifié de cyberpunk survolté. Certains sortirent et discutèrent, d'autres le saluèrent comme chef-d'œuvre de l'horreur industrielle. L'après-coup fut révélateur. Des copies VHS bootleg circulèrent dans le monde, en faisant du film une légende, des fans l'ont découvert et eurent l'impression d'avoir déterré un cinéma interdit.
Un film trop dangereux pour la lumière du jour. Aujourd'hui, les versions non coupées au lit sont largement disponibles et son influence est indéniable. Des échos de Tetsuo se voici dans tout ce qui va de The Matrix à Akira. Le regarder maintenant, c'est comme se brancher directement dans la paranoïa des années 80. La peur de la technologie, la perte de l'humanité et la séduction des machines. Des capteurs ont voulu le faire taire, mais ils l'ont transformé en artefact de culte immortel. Huitième, les scanners. En 1981, les scanners de David Cronenberg ont explosé sur les écrans. À cet instant que personne n'a pu oublier, la tête d'un homme a explosé dans une gerbe de gore. Le film suit des télépathes et des scanners dont les capacités psychiques se sont transformées en armes de destruction massive. Sa prémisse était un contrôle mental terrifiant, comme une guerre d'entreprise. Mais c'était cette scène notoire qui fit tourner les capteurs contre lui. En Angleterre, le BBFC a fortement coupé, réduisant le gore de la tête qui explose et les combats psychiques violents. Plusieurs pays européens, dont la Suède et l'Allemagne, ont interdit le film pour sa brutalité mentale. Même aux États-Unis, des distributeurs s'inquiétaient. Certains théâtres refusèrent de le projeter tel quel, craignant des réactions. Pendant le climat conservateur du début des années 80, en coulisses, le chaos était tout aussi réel. Cronenberg se dépêcha de finir le scénario pendant le tournage, écrivant souvent les scènes la nuit qui précède le tournage. Les équipes des effets spéciaux travaillaient frénétiquement pour parfaire la séquence où la tête éclate. Finalement, un tir de fusil à pompe a permis d'obtenir l'effet atroce. L'intensité a poussé le film jusqu'à son point de rupture, mais le résultat était inoubliable. Le public était divisé. Certains ont perdu connaissance, d'autres ont acclamé et les critiques l'ont étiqueté. Une exploitation dangereuse, mais la rumeur en a fait un phénomène culte. La version VHS a circulé, non coupée, adorée par des fans qui voulaient que les scènes d'impact brut soient supprimées. Aujourd'hui, Scanner est considéré non seulement pour son choc, mais aussi pour sa vision inquiétante des entreprises qui utilisent l'esprit humain. Regarder la version non coupée, c'est comme récupérer un morceau de la rébellion du cinéma des années 1980. C'est un rappel que la censure n'a fait qu'amplifier sa légende et que parfois une seule tête qui explose peut changer l'histoire du cinéma. Numéro 7, The Thing. En 1982, lorsque The Thing de John Carpenter est arrivé, il était en passe de devenir un classique d'horreur et de science-fiction. Au lieu de cela, il a suscité des débats houleux et un tollé qui a failli détruire la carrière de Carpenter. L'histoire suit un groupe de chercheurs antarctiques affrontant un extraterrestre qui se métamorphose et imite ses victimes. Paranoïa pure portée à l'écran. Mais ce furent les effets de bottin novateurs qui le menèrent sur un terrain dangereux. Des corps qui se fendent, des têtes qui s'ouvrent, des pattes d'araignées qui jaillissent et des organes qui se transforment en hybrides monstrueux. La Grande-Bretagne a freiné la sortie vidéo, la Finlande a interdit et l'Australie a imposé des restrictions. Même aux États-Unis, les critiques l'ont qualifié de pornographie de violence, accusant Carpenter d'avoir créé un film trop odieux pour le grand public. L'ironie est que tout cela a été présenté 2 semaines après Heartwarming Alien, qui n'avait fait que rendre les coulisses plus sombres. La production a bien failli briser l'équipe. Botten s'est épuisé, hospitalisé pour surmenage, tandis que Stan Winston prenait le relais. Carpenter a combattu les ingérences du studio, les dirigeants paniquaient lors des tests, et le public sortait horrifié. Le résultat fut un désastre commercial. Les critiques l'ont descendu, le public l'a évité, et tout le monde l'a enterré. Mais la censure et l'échec n'ont pu tuer sa légende. Avec le temps, des fans ont ressuscité la chose et ont diffusé des versions non coupées. Vers la fin des années 80, il devint un phénomène culte. Ses effets autrefois condamnés sont révolutionnaires. Aujourd'hui, le film complet est l'un des plus grands horreurs SF jamais faits. Regarder tel quel, c'est revivre un cauchemar. Le monde n'était pas prêt pour les capteurs. On a tenté d'effacer sa paranoïa, cela l'a rendu intemporel. L'extraterrestre aurait peut-être été détruit, mais la peur qui demeure traverse l'histoire du cinéma. Numéro 6, Drone vidéo, 1983. Cronenberg a lancé le drone vidéo en 1983, ce n'était pas un simple thriller SF. Il prédisait le futur même des médias modernes. L'histoire suit Max Renn, un cadre télé sans scrupules qui découvre un signal de diffusion qui n'amuse pas vraiment. Cela engendre bientôt des hallucinations terrifiantes, des mutations corporelles et une descente dans la folie.
Tiens bon, c'était une vision vraiment trop radicale pour que les capteurs puissent l'accepter. L'imagerie grotesque du film, des armes fusionnant avec des mains humaines, des estomacs s'ouvraient comme des fentes de magnétoscope. La chair et la technologie se fondaient comme jamais auparavant. Le BBFC britannique l'a attaqué sans pitié, coupant des séquences entières et l'interdisant finalement lors de la célèbre razzia des nasties. En Allemagne, des passages ont été censurés. Aux États-Unis, il a reçu une classification R. Après des coupes brutales, les gouvernements craignaient qu'il glamourisait la violence et la corruption des médias, en murmurant que son message encourageait la rébellion contre l'autorité. Derrière les coulisses, le chaos régnait. Cronenberg s'est heurté aux censeurs tout en jonglant avec un calendrier de production précipité. James Woods et Debbie Harry ont poussé leurs prestations à l'extrême, brouillant la frontière entre la réalité et l'hallucination. Les effets spéciaux dirigés par Rick Baker ont créé des miracles en fabriquant des horreurs organiques qui semblaient troublantes. Des projections tests précoces ont laissé le public perturbé et beaucoup sortir. En milieu de projection, à sa sortie, les critiques furent polarisées. Certains l'ont salué visionnaire, d'autres le qualifièrent d'obscène ou trash. Mais sur VHS, en version non censurée, il trouva son public. Étudiants, cinéphiles et rebelles, affamés de cinéma interdit. La censure n'a fait qu'amplifier son mystère, le transformant en évangile secret sur les dangers de la télévision et du contrôle. Aujourd'hui, ce drone vidéo non monté semble étrange, prophétique, à l'ère des écrans sans fin et de l'addiction numérique. Son avertissement est plus pertinent que jamais. Des capteurs ont tenté de l'effacer, mais à l'inverse, ils ont veillé à ce qu'il vive comme l'une des prophéties les plus dangereuses de la science-fiction. Longue vie à la chair nouvelle. Numéro 5, Brésil, 1985. Le film Brasil de Terry Gilliam n'a pas été interdit pour gore ou nudité. Mais il a été interdit d'avoir osé se moquer de la bureaucratie, du totalitarisme et des systèmes qui régissent la société. Cette satire dystopique suit un employé de bureau de faible niveau, piégé dans un cauchemar de paperasserie, de surveillance et de machines défaillantes. C'était absurde, sombrement drôle et terriblement exact, trop exact. Certains gouvernements pensaient que la controverse avait commencé dès Universal Pictures lui-même. Le studio détestait la fin sombre de Gilliam où le héros ne s'en sort que par la folie. Les dirigeants exigèrent une coupe nommée « L'amour conquiert tout », réduisant de 30 minutes et changeant le ton. Jim répliqua publiquement, allant jusqu'à des annonces en pleine page, se demandant pourquoi le public n'avait pas accès à sa version. À l'étranger, le film fut interdit dans des marchés fortement censurés, comme la Corée du Sud et le Chili. Ces attaques satiriques contre le contrôle du gouvernement furent jugées trop subversives. La production fut tout aussi chaotique. Jim s'opposa sans cesse à des versions non coupées destinées aux critiques et chercheurs. Le film fut presque enterré, mais l'Association des critiques de Los Angeles décerna à sa version non censurée le meilleur film. Cela a contraint Universal à agir, après retouche. Beaucoup de pays ont reçu une version édulcorée, dépourvue de sa satire sombre. Les spectateurs de la version complète furent abasourdis. Ceux qui virent la version censurée furent souvent déroutés. Cette division a provoqué des luttes contre la censure les plus médiatisées. Aujourd'hui, la version intégrale de Brasil est saluée comme un chef-d'œuvre du cinéma dystopique qui influence tout, de Matrix à Black Mirror. Le regarder en intégralité révèle la vérité glaçante. Jim s'est battu pour la censure. Elle-même était le méchant tout au long. En essayant de contrôler sa vision, le studio a prouvé son quatrième point. Akira, 1988. Quand Akira a éclaté sur les écrans en 1988, c'était une révolution. L'animé épique de Katsuhiro Otomo dépeignait un Tokyo cyberpunk peuplé de gangs de motards, d'enfants psychiques et de conspirations gouvernementales. Mais sa violence, ses démembrements graphiques, ses mutations grotesques et sa destruction apocalyptique effrayaient les censeurs du monde entier. Des censeurs terrifiés dans le monde entier. Ils n'étaient pas prêts pour un animé qui rivalisait avec le live-action et l'intensité. Le synopsis suit Zuo, un adolescent perturbé dont les pouvoirs psychiques échappent à tout contrôle et menacent d'anéantir la ville. L'imagerie était étonnante, Russe baignée de néon, transformation grotesque et finale de pur chaos. Le Japon l'a accueilli mais pas ailleurs. Des capteurs ont paniqué en Allemagne, des scènes de gore ont été coupées dans certaines régions de l'Asie du Sud-Est. Il était interdit et dénoncé comme dangereux pour les jeunes.
Même aux États-Unis, les sorties VHS précoces étaient entronquées, atténuant la violence et l'aspect politique. Dans les coulisses, l'ampleur du projet était stupéfiante. Des milliers de celluloïdes d'animation, une bande originale enregistrée avant la fin de l'animation et des budgets sans précédent donnèrent à Akira une puissance visuelle sans égale. Mais cette ambition n'a fait que rendre les capteurs plus craintifs. Ce n'était pas seulement violent, c'était une réalité troublante qui divisait le public. Certains critiques jugèrent grotesque, des fans virent l'avenir de l'animation. Des copies pirates du film non coupé circulèrent sur campus et dans les clubs de fans, nourrissant un fandom devenu légende à la fin des années 80. Des murmures autour du vrai Akira ont suscité la demande de projections non censurées. Aujourd'hui, Akira est considéré comme l'un des plus grands films d'animation jamais réalisés. Sa version non censurée a enfin atteint le public mondial, rétablissant sa violence, son commentaire politique et sa vision sans concession de l'apocalypse. Cela prouve que la censure ne pouvait pas contenir l'avenir. Regarder Akira Uncut n'est pas seulement du cinéma. C'est une prophétie, un cri néon qui s'oppose au contrôle et qui résonne dans les décennies. Numéro 3, Robocop 1987. Lorsque Verhoeven porta Robocop en salle, il ressemblait à un film d'action pulp sur un flic cyborg. Mais sous la surface, c'était une satire sur l'avidité des grandes entreprises, la police privatisée et la violence des médias. Les capteurs problématiques n'ont pas vu la satire. Ils ont vu l'excès. La version originale était brutalement violente. Des criminels tiraient sur Murphy. Dans un détail excruciant, un cadre d'entreprise était déchiré par un robot hors de contrôle. Des scènes gore persistaient longtemps après que le public ait pu détourner les yeux. La MPAA a imposé plusieurs cotes X, forçant Verhoeven à couper plus de 20 secondes de carnage pour obtenir un R à l'étranger. C'était pire. Le Royaume-Uni et l'Australie ont fortement censuré le film, alors que d'autres murmuraient à voix basse. Cela glorifiait le fascisme. Derrière les coulisses, Verhoeven poussait l'équipe sans aucune pitié. Les effets spéciaux étaient révolutionnaires mais dangereux. Les accessoires mécaniques explosifs de Squibb, qui fonctionnaient mal, causaient même de petites blessures sur le plateau. Les producteurs craignaient fortement le ton. Satire ou sadisme? La réponse était bien les deux. À sa sortie, les critiques étaient divisées. Certains la trouvèrent répugnante, d'autres louèrent de son intelligence cachée sous le sang. Le public n'en avait jamais assez. Cependant, les fans qui virent la version théâtrale n'en eurent pas tout l'impact. Seules des cassettes bootleg de la version non censurée du réalisateur circulèrent, alimentant les rumeurs d'un film bien plus sombre. Aujourd'hui, ce Robocop non censuré est largement disponible et son message prend l'âge comme une prophétie. Ce n'est pas un film violent de science-fiction, c'est une sombre prévision du pouvoir des entreprises. Les capteurs ont tenté d'atténuer, mais ils n'ont fait que confirmer l'avertissement. Le système réduit au silence ce qu'il craint le plus. Deuxième, Orange Mécanique, groupe des années 80. Bien que sorti en 1971, l'Orange Mécanique de Stanley Kubrick est devenu l'un des films les plus interdits et les plus controversés des années 80. L'histoire d'Alex, un chef de bande sadique soumis à une réhabilitation imposée par le gouvernement, fut une méditation brutale et pénétrante sur le libre arbitre. Ces scènes de violence et d'agression ont provoqué l'indignation dans le monde entier. Mais en Grande-Bretagne, l'histoire a pris une tournure plus sombre. Kubrick a retiré le film de la diffusion au Royaume-Uni après des menaces de mort visant sa famille. Pendant des décennies, il n'était pas disponible légalement. Et dans les années 80, son absence a fait de lui un mythe. Des copies pirates circulèrent dans les clubs, murmurées comme des contrebandes risquées. À l'étranger, les interdictions persistaient, l'Irlande, Singapour et l'Afrique du Sud ont interdit tout, affirmant que cela nourrissait la violence chez les jeunes. Derrière les coulisses, la tension était vraie, bien. Kubrick luttait contre les censeurs mais choisit le silence, refusant les interviews et laissant le film clos. Les rumeurs dirent c'était l'interdiction, un décret gouvernemental ou la paranoïa de Kubrick. Le public s'en moquait. Il savait, le fruit défendu avait meilleur goût. Dans les années 1990, Orange Mécanique non censuré se révéla bien plus que de la violence. C'était satire, philosophie et tragédie réunies en une œuvre. Sa censure en fit une légende. Sa sortie prouva pourquoi on en avait peur.
Cela force le public à remettre en question l'idée même de la morale et du contrôle. Numéro 1, Blade Runner 1982. Blade Runner de Ridley Scott est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands films de science-fiction jamais réalisés. Mais en 1982, il était jugé dangereux, trop lent, trop sombre et trop radical dans sa vision du futur. Les dirigeants du studio ont contraint Scott à ajouter une narration et une fin heureuse. Pendant ce temps, à l'étranger, des capteurs ont pénétré ses moments les plus sombres, atténuant la violence et adoucissant son ton. Le postulat selon lequel Descartes pourchasse des réplicants hors la loi dans une dystopie néon était déjà subversif, mais son image des tours d'entreprise, de l'effondrement écologique et des humains traités comme des machines inquiétait les gouvernements. Le Royaume-Uni et l'Allemagne ont censuré des scènes violentes. Le Japon a restreint les projections, disant que c'était assez nihiliste. La version du réalisateur est restée enterrée, murmurée par les fans. En coulisses, la production était chaotique. Les acteurs affrontèrent de Scott, qui cherchait la perfection par des prises infinies. L'ingérence du studio devint telle que Scott perdit le contrôle créatif. Quand le film fit un flop au box-office, les dirigeants l'ont pris pour preuve qu'ils avaient à raison. Pourtant, des fans voyant les tests de version non coupée savaient qu'il y avait autre chose. La postérité l'a faite légende, des copies VHS de l'œuvre circulaient, alimentant des rumeurs sur des sens cachés et une fin sombre et fidèle. Dans les années 90, la version du réalisateur restaure la vision de Scott. Plus tard, la version finale en fait un chef-d'œuvre. Regarder Blade Runner sans montage aujourd'hui, c'est entrer dans le futur. Nous craignons d'avoir déjà hérité des capteurs et d'avoir voulu les rendre sûrs sans pouvoir effacer leur vérité. La frontière entre l'humain et la machine est plus mince qu'on ne le croit. Ces 15 films nous rappellent une vérité glaçante. La censure n'éteint pas les idées, elle les enterre simplement en attendant la découverte. De la satire d'entreprise à la prophétie cyberpunk, leur version non censurée révèle non seulement ce que nous avons eu interdiction de voir, mais aussi ce que les autorités craignaient que nous apprenions. Quel film de science-fiction mettant en scène un groupe vous hante le plus? Aimez, abonnez-vous et partagez votre favori secret.